Nous sommes présents internationalement dans plus de 40 pays et nous défendons évidemment les idées marxistes. Et donc nous présentons des sujets d'actualité, des sujets théoriques parfois, plus philosophiques, plus historiques, et nous les analysons évidemment sous le prisme marxiste. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt un sujet d'actualité, un sujet bouillant, humain. Et donc, nous allons parler de la réforme ou abolition de la police. Donc, c'est le thème de cette soirée. Donc, nous savons que ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a eu un large mouvement de protestation contre l'État qui secoue les États-Unis avec des ondes de répercussion dans le monde entier. Souvenez-vous, c'est la mort de George Floyd et une des revendications populaires, c'est de couper le financement de la police et même de la Belgique. La Belgique n'est pas épargnée par cette actualité et chez nous aussi, la police aussi est remise en question avec les morts notamment de Madame Mehdi Adil et plus récemment Chevalier. Alors, le rôle de réactionnaire de l'État bourgeois, avec sa police, ses juges, sa prison et son armée impérialiste, est de plus en plus évident. Mais d'où vient l'État et quel est son rôle dans notre société? Est-il possible aujourd'hui de réformer l'État et sa police, ou devons-nous nous en débarrasser, et par quels moyens peut-on parvenir à l'abolir? C'est à ces questions que Mathis, pendant 30 minutes, se propose de répondre. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les génies marxistes, ça se passe en 3 parties. Donc, la première, c'est Mathis qui va nous présenter donc, le sujet de ce soir. La deuxième partie, c'est les discussions, donc les interactions entre nous, si vous avez des réflexions, des questions. Et la troisième, je ne sais pas si elle aura lieu, parce que d'habitude, évidemment, elle a toujours lieu, mais c'est-à-dire qu'on continue pour ceux qui veulent en bas, autour d'un verre, mais vu le Covid, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu au niveau de la buvette en bas. Je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est au tour de Mathis. Donc, bonjour à tous. Donc, le thème de mon exposé, c'est pour en finir avec la violence policière. Faut-il réformer la police ou faut-il l'abolir? La violence policière n'est pas un phénomène qui est nouveau. Hein. Sous toute forme, elle a existé à l'Antiquité, au Moyen-Âge et elle a continué pendant l'histoire moderne. Dans les affaires récentes, on peut citer le meurtre d'Adil, de Mehdi, de Maouda, ou encore l'affaire Chavanet. En France, le meurtre d'Anna Traoré et aux USA, celui de George Floyd. Ça montre que la violence policière est vraiment un phénomène qui est mondial. Et quand je dis ça, je pense notamment aux enlèvements fréquents révolutionnaires par des forces armées au Pakistan ou aux guerriers sud-africains qui se font tirer dessus par la police. Mais les violences policières ne sont pas seulement une affaire de meurtre. Hein. On peut penser notamment aux 3 jeunes filles qui sont agressées par la police il y a quelques semaines ici à Saint-Gilles, ou aux jeunes enfants qui ont été arrêtés par la police aussi à Saint-Gilles il y a quelques mois. Mais donc, pour savoir comment en finir avec les violences policières, il faut d'abord comprendre d'où elles viennent. Est-ce que c'est seulement une défiance de l'institution policière, et donc est-ce que des réformes suffiraient pour arrêter ces violences, ou est-ce que c'est véritablement la conséquence directe de l'institution policière? Donc, la violence policière est souvent caractérisée par du racisme et du sexisme. Le racisme et le sexisme présents dans l'institution policière s'expliquent par la même cause que le racisme et le sexisme présents dans la société et amplifié par des mécanismes internes à l'institution policière et à l'action policière. On reviendra un peu là-dessus plus tard. Mais du coup, en fait, la question au-delà du racisme et du sexisme, pour cette discussion, c'est vraiment de comprendre d'où viennent les violences policières en général. Parce que même si la majorité du temps, ce sont des personnes qui subissent du racisme ou du sexisme qui sont victimes de violences policières, c'est pas toujours le cas, et souvent, en fait, d'autres personnes peuvent être touchées lors de protestations, comme on l'a fait avec les gilets jaunes. Donc, la question de la police, en fait, est inséparable de la question de l'État. Donc, pour comprendre en fait, les violences policières, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'État. Bon, l'État, c'est cet ensemble
de fonctionnaires, de militaires, de personnel qui, élu ou non, et cet ensemble aussi matériel de prisons, de casernes, d'armes, et de tout autre engin en fait, meurtrier, répressif ou engin électronique, enfin toutes sortes d'engins, et soutenu par des idées officielles, des finances, une loi, du droit et des règles. Bon, l'État n'a pas existé tout le temps. Hein. 95% de son existence, l'humain a vécu sans État. Mais en fait, l'État est apparu à un certain stade déterminé en fait, du développement de la société. Et donc, c'est quoi ce stade? Eh bien, c'est lorsque la société s'est divisée en fait, en classes antagonistes avec des intérêts qui sont contradictoires. Donc, en fait, lorsque la société s'est divisée en classes antagonistes, eh bien, un pouvoir d'apparence au-dessus de la société devient nécessaire en fait, pour éviter que les classes se consument entre elles avec la société. En fait, si on veut limiter la lutte des classes, dans le cadre de l'ordre déterminé par la classe dominante, dans le cadre du capitalisme, la protection de la propriété privée lucrative. Et bon, évidemment, la lutte des classes peut avoir un impact sur l'ordre, sur la définition de ce qu'est l'ordre, mais fondamentalement, ça reste toujours l'ordre de la classe dominante. Donc, ce pouvoir qui est d'apparence au-dessus de la société, c'est un pouvoir qui est répressif. Hein. C'est un détachement spécial d'hommes armés. En fait, c'est la police et l'armée permanente qui sont, si on veut, l'essence de l'État. Et donc, avec l'apparition de l'État, en fait, le pouvoir public ne coïncide plus directement avec la population. En fait, contrairement aux sociétés primitives où tous les membres de la société avaient le contrôle et la gestion en fait, de la force, des forces armées, des forces répressives, eh bien, avec l'État, en fait, on n'a plus de réel contrôle sur la police et sur l'armée. Et donc, en fait, les violences policières sont la conséquence directe de l'institution policière en tant que maillon central de l'État capitaliste. On n'a aucun contrôle en fait, sur l'État, sur la police, et donc c'est pour ça qu'il y a des violences policières. Et parce que la police défend beaucoup les intérêts capitalistes qui ont besoin du racisme, qui ont besoin du sexisme. Et même pour beaucoup de gens, en fait, la police a aussi un rôle de lutte contre la criminalité. Donc pour beaucoup de gens, c'est un mal nécessaire. En fait. La première chose qu'on peut dire par rapport à la criminalité, c'est qu'un crime est commis quand une loi est violée. Mais ceux qui décident des lois, en fait, ce sont des institutions bourgeoises. C'est un gouvernement de riches pour les riches. Et donc, en fait, si on veut, le crime et la manière dont l'État va réagir face au crime est ancré en fait, dans les intérêts de la classe dominante. Et donc, en fait, la classe dominante va criminaliser tout ce qui trouble l'ordre public, tout ce qui met en question ou en danger les rapports de propriété, et tout ce qui remet en question politiquement le statu quo. Donc, ça va du vol et l'étalage jusqu'à l'homicide en passant par la consommation de la drogue. Donc ce que je viens de dire est vrai en général, mais évidemment, de nouveau, la lutte des classes a un impact sur ce qui est considéré comme un crime. Et donc il peut y avoir des avancées progressistes dans ce domaine-là, mais qui restent sous le capitalisme, toujours limité et toujours et jamais sécurisé en fait. Et donc au-delà de cette question-là, le crime, comme tout comportement social, ne peut être compris que dans la société dans laquelle il s'inscrit. Et donc en fait, la misère produite par le capitalisme produit la violence, le crime et le désespoir, et l'aliénation, les besoins matériels poussent en fait à la consommation de la drogue et produit en fait, des personnes très débranchées qui commettent des actes ignobles. Et donc en fait, la violence systématique de l'État en fait, produit une culture de la violence au sein de la société. Et cet été, je lisais la biographie d'Angela Davis, l'autobiographie d'Angela Davis, et dedans elle explique qu'en fait, la violence de l'État capitaliste, de la police et de la justice que subissent les populations pauvres et noires aux USA, en fait, provoque chez ces populations une intériorisation de la violence qui s'exprime en fait, parfois à des meurtres intracommunautaires. Et donc en fait ça répond bien à une des critiques qui a été faite une fois Black Lives Matter, cette critique c'était de dire certes c'est vrai qu'il y a des noirs qui sont tués par la police, mais il y a beaucoup plus de noirs qui sont tués par d'autres noirs. Et ici ce que j'expliquais, ce que Angela Davis explique aussi, c'est qu'en fait la violence au sein des communautés noires et pauvres est le résultat en fait, de la violence
surveillance systématique de l'État capitaliste. Et donc, bon, évidemment, les crimes, si vous êtes dans un crime, certains crimes qui sont. Certaines choses qui sont considérées comme des crimes dans la société capitaliste ne seront pas non plus acceptables dans une société socialiste. Je pense notamment aux violences domestiques, aux meurtres, des choses comme ça, au terrorisme. Mais la manière de combattre, en fait, ces choses, c'est, en fait, est complètement différente dans une société socialiste que dans une société capitaliste. En fait, si on veut mettre fondamentalement, si on veut mettre fin au crime, nous devons d'abord en fait, mettre en place des conditions sociales alternatives qui sont véritablement humaines et qui permettent le développement de chacun et qui permettent de répondre aux besoins de tous. Et qui mettraient fin du coup à l'aliénation et à l'exploitation capitaliste. Et donc si on veut mettre fin au crime, on doit d'abord détruire les bases matérielles de la criminalité, les bases matérielles qui se trouvent en fait dans la société capitaliste, comme on l'a dit. Donc maintenant qu'on a déterminé d'où venaient les violences policières et d'où vient le crime, on peut passer à la réponse à la question en fait, comment combattre les violences policières. Bon, comme on l'a vu, les violences policières sont les conséquences directes de la police en tant que maillon central de l'État capitaliste. La police est le résultat de rapports sociaux, de rapports de classe et une fonction organique dans la société capitaliste, une fonction en fait, de répression, et de répression dans le but de défendre les intérêts de la classe dominante. Donc, par conséquent, en fait, des réformes ne peuvent pas changer ce rôle social, parce que ce rôle social est historique. Et donc, évidemment, ça ne veut pas dire que nous, marxistes, on est opposés aux réformes progressistes dans ce domaine, mais on sait que des réformes ne peuvent être en fait que limitées d'une part, et qu'elles peuvent être acquises que par des luttes. Et donc, pour mettre fin aux violences policières, en fait, il faut détruire l'État capitaliste et sa police. Il faut briser l'État. Mais comme on l'a vu, comme je disais tout à l'heure, l'État en fait, est le produit de la société à un stade déterminé, le produit en fait, de la société quand on est divisé en classes antagonisées. Donc en fait, si on peut détruire l'État capitaliste, l'État en général, lui, ne peut pas être détruit, il ne peut que dépérir quand les classes auront disparu. Et donc, en fait, ce qui fait qu'on arrive à la question de par quoi on remplace l'État capitaliste et surtout qu'est-ce qui va détruire l'État capitaliste, quelle force sociale dans la société capitaliste peut détruire l'État capitaliste. Mais en fait, seul un mouvement de masse révolutionnaire dirigé par la classe ouvrière, c'est-à-dire en fait les travailleurs salariés, donc 90% de la population, peut briser l'État capitaliste en produisant en fait spontanément, de manière spontanée, des organes qui peuvent le remplacer. Et donc pourquoi sous la direction de la classe ouvrière? Mais c'est parce qu'en fait la classe ouvrière, dans la société capitaliste, la classe ouvrière en fait, a des rapports en fait, avec les autres classes qui font que c'est la seule classe qui n'a pas intérêt d'une part au capitalisme et deuxièmement qui a la capacité de renverser le capitalisme, et puis c'est aussi la seule force sociale qui, avec le développement du capitalisme, se renforce en nombre et en puissance. Et juste pour donner donc, maintenant l'exemple concret, si on veut, de cette capacité qu'a la classe ouvrière, c'est que la classe ouvrière, c'est pas les mêmes conditions, mais c'est elle qui travaille dessus. Et donc du coup, elle a la capacité de faire une grève et de bloquer l'économie capitaliste. Et donc, pour conclure cette partie, on peut donc dire qu'on peut avoir qu'une confiance en fait, dans l'État capitaliste et dans sa police, et que, en fait, si on veut se défendre. Oui, non, excusez-moi, j'ai oublié une partie. Et donc, bon, donc pour renverser le capitalisme, donc la classe ouvrière doit briser l'État bourgeois et prendre le pouvoir en produisant son propre État, qui est nécessaire parce qu'en fait, il y aura des forces réactionnaires qui voudront en fait la contre-révolution, qui voudront retourner à une société capitaliste. Les armées, les États environnants, des forces internes toujours bourgeoises qui voudront retourner. Donc en fait, dans un État, même dans un État ouvrier, en fait, une force de répression est nécessaire. Mais la grande différence en fait, entre un État ouvrier et un État bourgeois, c'est que en fait, le détachement spécial d'hommes armés de la société capitaliste est remplacé par une force de répression qui est sous le contrôle et la gestion totale en fait, de tous les opprimés, de tous les travailleurs. Et donc, en prenant en fait, le pouvoir d'État et la classe ouvrière, le prolétariat, le travail salarié, on s'en fout du nom qu'on leur donne, mais en fait, si
si on veut socialiser les moyens de production, transformer les moyens de production en propriété d'État, en propriété publique, et donc en fait, si on veut commencer à disparaître en tant que classe, et donc en fait en commençant à détruire en fait, la base matérielle de l'État. Et donc à partir de ce moment-là, l'État va commencer à dépérir, et on arrive du coup à une société en fait sans État et sans classe. Oui, sans classe, c'est donc l'État est devenu inutile et a disparu. Et où enfin les rapports en fait, entre les hommes peuvent se développer complètement, les hommes peuvent développer toute capacité et avoir des rapports véritablement humains avec les autres. Bon, évidemment, ce que j'ai dit ici pour justifier ce que j'ai dit, pas un très abstrait sur la manière de comment lutter contre les violences policières. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'ai dit? En fait, l'histoire elle nous a donné beaucoup d'exemples de processus révolutionnaires où les masses sont mis en mouvement et ont en fait produit ces organes spontanés et ont commencé des processus qui permettaient de remplacer le capitalisme par autre chose. En fait, lorsque la lutte des classes dépasse un certain stade et que véritablement le monde de classe devient insurrectionnel ou révolutionnaire, eh bien la classe ouvrière, les opprimés ont tendance en fait à produire des conseils, des comités de travailleurs, de paysans, d'ouvriers, de soldats, qui ont cette capacité en fait, de remplacer l'État existant. En fait, si on veut, c'est l'embryon d'un nouvel État, qui n'est plus vraiment un État parce qu'il est sous le contrôle total de la population. Et donc, voilà. Et ces comités, en fait, quand ils apparaissent dans des processus de lutte des classes intenses, de processus révolutionnaires ou insurrectionnels, eh bien, ça crée une situation de double pouvoir. Il y a d'une part l'État existant, et puis d'autre part, ces comités qui ont cette capacité de renverser l'État. Et les situations de double pouvoir, en fait, sont par définition des situations qui ne peuvent pas durer dans le temps. Donc, soit en fait ces comités disparaissent ou sont cooptés, soit en fait ils prennent le pouvoir et renversent l'État capitaliste. Et donc ces comités, dans cette situation de double pouvoir, en fait, peuvent organiser et ils ont déjà fait de formation, donc peuvent organiser des forces armées d'autodéfense pour pouvoir se défendre, notamment face aux violences policières, face à la police capitaliste et à son ordre. Et donc ces forces armées, en fait, sont du coup sous le contrôle total de ces comités, et donc en fait sous le contrôle total de tous les opprimés et de tous les travailleurs. Et donc on a déjà vu ça dans l'histoire, notamment lors de la révolution d'octobre de 1917, en Russie et dans les premières années de la Russie soviétique, avant la dégénérescence stalinienne. On a vu ça aussi en Allemagne en 18-19, en Hongrie et dans plein d'autres pays européens à cette époque-là. Et puis, pour donner des exemples aussi récents, au Chili, il y a presque un an, il y a des assemblées populaires qui sont apparues lorsqu'il y a eu les grands mouvements insurrectionnels au Chili, qui a cette capacité en fait, de remplacer l'État. Et puis, deuxième exemple très récent, c'est aux USA, avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a des comités d'autodéfense qui sont apparus et qui avaient directement cet objectif en fait, de produire une force armée sous le contrôle de la population pour se défendre face aux violences policières, face à la violence de l'État. Et donc, bon, ma conclusion du coup, c'est parti du coup, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans l'État capitaliste, ni dans sa police, et que du coup, on doit en fait produire nos propres forces d'autodéfense sous notre contrôle total, sous le contrôle total des opprimés et des travailleurs. Et donc, bon, évidemment, l'analyse que j'ai faite ici, si elle commence à prendre racine aux États-Unis à travers le mouvement Black Lives Matter, avec les slogans abolition de la police ou abolition de la police, en Belgique c'est d'abord très peu le cas en fait. Il n'y a aucune organisation de gauche ou du mouvement ouvrier qui défend cette idée-là. En fait, le mouvement ouvrier et la gauche en Belgique sur cette question est un peu très réformiste. Et quand je dis réformiste, ça veut dire qu'elle pense que des simples réformes peuvent changer cette nature de la police, cette nature fondamentale qu'est la police, cette nature de classe qu'est la police, et donc on ne lie pas finalement en fait, les réformes progressistes avec cet objectif révolutionnaire de renversement de l'État capitaliste et d'abolition de la police. Et donc, comme je disais, on ne se pose pas évidemment de réformes progressistes, mais on pense que c'est complètement illusoire de croire qu'elles vont changer les choses en fonction enfin, changer les choses par rapport aux violences policières. Mais on pense aussi qu'elles doivent lier à cet objectif révolutionnaire. Et donc, je vais prendre 3 exemples de réformes proposées en Belgique aujourd'hui pour répondre aux violences policières et dire un peu ce que nous, on en pense. Donc, ce sont des propositions de réformes qui viennent d'organisations de gauche, du mouvement ouvrier organisé, avec qui on a souvent une approche fraternelle, je pense notamment ici au syndicat ou alors au PTB.
Donc pour la première réforme, c'est celle de dire qu'il faut plus de policiers de couleur. Et plus de policiers de couleur permettant de lutter contre le racisme et contre les violences policières. Alors, bon, les études menées sur l'impact des policiers de couleur dans l'institution policière sur l'action du racisme et des violences policières sont en fait très peu claires. Et quand elles disent certaines choses, elles mettent beaucoup de guillemets. En fait, il n'y a pas vraiment l'impact de la couleur de peau des policiers n'est pas vraiment. En fait, les études ne montrent pas que ça joue beaucoup. Par exemple, il y a une étude qui montre que les populations noires et pauvres aux USA ne voient pas les policiers en fonction de leur couleur de peau, donc noir ou blanc, mais les voient en fait comme des bleus en fonction de. Parce que c'est la couleur de l'uniforme de la police, quoi. Et donc en fait, que ce soit des flics noirs ou des flics blancs, pour les populations pauvres et noires des USA, ça ne change pas beaucoup à leurs yeux. Et en fait, dans certains cas, c'est peut avoir l'effet inverse d'avoir des flics noirs dans la police, parce que pour s'intégrer à l'institution policière, les flics noirs ont tendance parfois à être plus racistes que les flics blancs envers leur propre communauté. Et même des études qui montrent que ça peut avoir un certain effet positif sur le racisme chez les noirs policiers restent très fréquents. D'ailleurs, j'ai donné l'exemple au début, mais la couleur de la peau n'est pas un gage de fin de violence policière. J'ai vu l'exemple de l'Afrique du Sud, mais il y a des pays où la police est entièrement noire et pourtant il y a des violences policières, des gens qui sont tués par la police aussi. Et puis cette proposition de réforme en fait se trouve face à deux grands problèmes qui sont le corps l'un de l'autre. Le premier, c'est qu'en fait les jeunes des quartiers issus d'immigration n'ont pas envie d'entrer dans la police, d'une part. Parce qu'ils considèrent la police comme leur ennemi, et à raison, on peut dire la police est violente, la police avec eux, la police est raciste avec eux. Et donc, ça c'est le premier problème que se trouve face à cette réforme. Et puis le deuxième, c'est la corollaire de la première, et c'est en fait c'est un chef de police qui racontait ça à la télé l'autre jour, et qui disait qu'en fait, le problème c'est que dans les quartiers issus d'immigration, les jeunes ont souvent des casiers judiciaires et donc eux ne peuvent pas s'engager dans la police. Et ça montre vraiment qu'en fait la question de la criminalité, pour revenir à ce que je disais plus tôt, n'est pas neutre du tout, et en fait elle dépend fondamentalement de l'ordre bourgeois qui est raciste. Et du coup, oui, c'est normal qu'il y ait moins de flics de couleur dans la police. Et donc, le fait que les jeunes des quartiers pauvres issus d'immigration aient un casier est à la fois en fait l'effet et la cause du surdéveloppement du racisme dans la police. Alors la deuxième réforme, c'est le manque de formation qu'il y aurait dans la police. Donc il faut en fait mieux former les flics. Alors nous, cette réforme, elle nous fait un peu peur. Alors je ne sais pas du tout s'il y a un impact en fait, de la formation sur la question du racisme, sur la question policière. Mais elle nous fait peur, pourquoi? Parce qu'en fait ça veut dire qu'on formerait mieux les flics à nous réprimer. Ils seraient mieux formés en fait pour nous réprimer. Et donc on a tendance à simplifier le cycle de réforme. Au mieux, en fait, la répression de la police serait plus pointue, serait plus policier, mais fondamentalement, ça resterait la même chose. Par exemple, en Indonésie, après la chute de la dictature de Suharto, la police et l'armée ont reçu une meilleure formation du maintien de l'ordre. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait après ça, c'est qu'ils ont utilisé des canons à eau et des fils barbelés pour s'éloigner des manifestants, pour éloigner les manifestants. Quand il faisait vraiment mal, ils n'hésitaient pas à tuer ou à blesser les manifestants. Pour vous prendre maintenant un exemple en Belgique, il faut se rappeler que malgré le fait que la gendarmerie avait une formation plus longue et plus poussée que la police, elle a été fusionnée avec la police pour plusieurs raisons, dont notamment son racisme et son mépris dans les affaires du trou et dans d'autres affaires. Et puis j'ai lu aussi un chiffre assez intéressant par rapport à la gendarmerie, mais 56% de son activité, c'était de l'activité en fait répressive directe de conflits sociaux, donc manifs, grèves et autres conflits sociaux. Et qui montre vraiment le rôle de classe, si on veut, de la gendarmerie et donc du coup de la police aussi. Puis la dernière réforme, c'est celle de la réglementation des courses-poursuites. Alors cette réforme, elle est apparue en Belgique parce que beaucoup de morts de la police sont dues à des courses-poursuites. Mais de nouveau, on n'est pas contre cette réforme en soi. Si toutes les réformes qui permettent de limiter le pouvoir de la police, on n'est pas contre, on est pour, on est prêt à les soutenir, mais franchement, il y a 1000 autres manières de tuer.
donc la police a mis d'autres moyens en fait, de tuer ou de blesser des gens. Et que même si une réglementation par rapport à ça se met en place, en fait, la police est très souvent au-dessus des lois, comme on l'a vu avec l'affaire Chavanek. Et surtout, en fait, avec les lois, surtout dans les périodes où la dernière force qui reste à la bourgeoisie, à la classe dominante dans la lutte des classes, c'est la force répressive, c'est-à-dire la police. Et dans ce cas-là, elle tient vraiment seule la police, et donc en fait, elle s'en fout si la police dérape. Donc, pour conclure cet exposé, je vais d'abord dire que pour mettre fin en fait, aux violences policières, aux violences racistes, aux violences sexistes, aux violences antisyndicales, des réformes ne sont pas suffisantes. En fait, on est pour l'abolition de la police. Et l'abolition de la police en fait, nécessite le démantèlement de l'État capitaliste, la disparition du terreau social de la criminalité et son remplacement en fait, par un État ouvrier qui n'est plus vraiment un État au sens propre du terme parce qu'il est sous le contrôle total de tous les opprimés. Parce qu'en fait la population s'auto-administre. Et ce démantèlement de l'État capitaliste en fait, nécessite une révolution socialiste. Et pour réaliser cet objectif de la révolution socialiste, en fait, il est nécessaire de construire une organisation révolutionnaire, ce qu'on tente de faire en Belgique avec Révolution et au niveau mondial avec la tendance marxiste internationale. Du coup, je vous invite donc à réfléchir à ça et à contacter nos militants.